Alors que la Turquie se remet à peine de la tentative de putsch manquée de vendredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan, lui, accuse le prédicateur exilé Fethullah Gülen et appelle les États-Unis à l'extrader. J'en appelle au président Obama. Je vous le dis, monsieur le président, après cette tentative de putsch, je vous le redemande, livrez à la Turquie l'infâme qui vit en Pennsylvanie. Si nous sommes effectivement un allié stratégique, si nous sommes un allié modèle, alors répondez à la demande de votre allié. Les États-Unis qui vont participer à l'enquête sur le putsch déjoué en Turquie invitent le gouvernement turc à fournir les preuves de l'implication de l'opposant Fethullah Gülen. No, we haven't received any request with respect to Mr. Gülen. We fully anticipate. Non, nous n'avons pas reçu de demande concernant M. Gülen. Nous nous attendons à ce qu'il ait des questions à propos de M. Gülen. Évidemment, nous invitons le gouvernement de Turquie, comme nous le faisons toujours, à nous présenter des preuves légitimes qui résistent à un examen. Les États-Unis les accepteront et les regarderont afin de prendre un jugement de façon appropriée. Le prédicateur en exil Fethullah Gülen, ennemi juré du président turc Recep Tayyip Erdogan, a nié toute implication samedi dans un entretien à New York Times, suggérant que le président turc Recep Tayyip Erdogan pourrait être lui-même l'instigateur. D'après le ministre de la Justice turc, les autorités auraient déjà interpellé au moins 6000 personnes dans l'armée et la justice. Inquiète, plusieurs capitales occidentales invitent Ankara à respecter les droits de l'homme. Les heurts ayant cessé à l'heure actuelle, le bilan de ce putsch manqué atteint tout de même les 265 morts et les 1440 blessés. 3 jours après le carnage de la promenade des Anglais à Nice, qui a fait 85 morts à ce jour, le travail des médecins se poursuit dans le silence. Un travail difficile et long, avec une attente angoissante pour de nombreuses familles. On s'inquiète particulièrement pour les personnes encore en soins intensifs. Sur ces 85 personnes qui sont hospitalisées, 29 d'entre elles sont en réanimation, dont un enfant. Nous évaluons, les médecins évaluent à environ 18 le nombre de personnes pour lesquelles le pronostic vital reste engagé. Et sur ces 18 personnes, il y a un enfant, l'enfant qui est en réanimation. Les spécialistes de la santé le reconnaissent, les soins dans pareil cas sont particulièrement coûteux, mais la prise en charge ne devrait pas poser problème. Donc je peux aujourd'hui vous annoncer la prise en charge totale, complète par l'assurance maladie de la totalité, de l'intégralité des soins et des prises en charge dont les personnes victimes ont besoin. Il s'agit bien sûr principalement des personnes hospitalisées, mais aussi de personnes qui peuvent avoir été amenées à consulter à l'hôpital à un titre ou à un autre. Dans la gestion de la tragédie de Nice, la solidarité autour des victimes est l'un des rares sujets qui rassemble la classe politique. Sur le reste, le gouvernement de François Hollande fait face à de nombreuses critiques. Samedi, la présidente du Front National, Marine Le Pen, a ajouté sa touche, visant directement Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Dans n'importe quel pays du monde, je dis bien n'importe quel pays du monde, un ministre au bilan aussi épouvantable que Bernard Cazeneuve, 250 morts en 18 mois, aurait démissionné depuis longtemps. Sur le terrain, les enquêtes avancent vite et ont permis d'interpeller plusieurs personnes, dont le destinataire du dernier SMS envoyé par Mohamed Boulel. Le ministre de l'Intérieur l'avait dit, le tueur de Nice s'est très vite radicalisé. Alors les enquêteurs cherchent un éventuel lien avec le groupe État islamique qui a revendiqué l'attaque de Nice. En outre, l'arrestation d'un couple d'origine albanaise devait permettre d'en savoir un peu plus sur la provenance de l'arme avec laquelle Mohamed Boulel a fait feu à 3 reprises sur des policiers avant d'être abattu. Le pétrole et le tourisme peuvent contribuer au développement économique de Sao Tomé, le petit archipel africain où les 2 tiers des quelques 198 000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté, affirme le Premier ministre Patrice Trovoada à la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Le pétrole est une réalité. Nous sommes en train de travailler. Il y a des travaux qui continuent au niveau de l'exploration, mais il est vrai que mon gouvernement parle
quasiment jamais du pétrole. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, lorsque nous avons commencé cette aventure du pétrole, il y a eu beaucoup de spéculation. L'archipel mise aussi sur un tourisme de qualité avec l'émergence d'une classe moyenne. Le potentiel touristique, le potentiel de croissance est très important. Alors, on peut faire des hôtels, mais aussi on peut, et c'est notre option, développer une certaine forme de Airbnb. Le Premier ministre soutient son propre candidat Evaristo Carvalho lors du scrutin dimanche et espère ainsi mettre fin à la cohabitation avec l'actuel président Manuel Pinto da Costa, en poste depuis 2014 et qui se représente pour un mandat de 5 ans. Des centaines de ressortissants ougandais ont été évacués par convoi militaire de Djouba, la capitale du Soudan du Sud, et conduits au nord de l'Ouganda, où ils affirment se sentir enfin en sécurité après avoir assisté à de violents affrontements dans la capitale sud-soudanaise. Notre voyage a été plutôt terrifiant parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles, mais l'armée ougandaise nous a beaucoup aidés. Je suis très heureux d'être dans un endroit sûr à présent. Le président ougandais avait dépêché jeudi 2000 soldats avec des véhicules blindés et des camions pour organiser l'évacuation de ses ressortissants bloqués à Djouba. Environ 1000 personnes évacuées devraient arriver dans un convoi de véhicules privés et officiels, avait auparavant expliqué Patrice Okema, le porte-parole de la police pour le nord de l'Ouganda.